Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie et très impressionnée d'être avec Alexis, Alexis qui travaille à la CNIL. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc Alexis, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier à la CNIL et ce qu'est la CNIL? Oui, tout à fait. Donc, mon métier à la CNIL, c'est d'être ingénieur expert spécialisé en intelligence artificielle. Et donc, je viens appuyer les juristes dans le traitement des dossiers que la CNIL est amenée à instruire. Et donc, pour leur apporter cette expertise technique qui est propre aux ingénieurs et qui n'ont pas forcément. Et donc, les missions de la CNIL, d'une manière générale, sont justement d'accompagner les entreprises et les administrations publiques dans la mise en œuvre de traitements qui utilisent des données personnelles et notamment des traitements qui peuvent utiliser des systèmes d'intelligence artificielle, ce qu'on voit apparaître de plus en plus aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que c'est exactement le cœur de nos questions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler, avec le boom des IA génératives, ChatGPT, Bard, Midjourney et les autres, en fait, nous rappeler peut-être les grands principes de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire quand on est une entreprise. C'est quoi les recommandations de la CNIL? On n'est pas bien au courant et puis surtout on voit des textes au niveau européen, on voit une régulation américaine, on voit des choses en Chine, donc on a besoin d'être peut-être éclairci dans tout ce panorama. Oui, tout à fait. Donc, d'une manière générale, la CNIL a plusieurs recommandations qu'on pourra retrouver sur son site web. En ce qui concerne les IA génératives, le sujet est vraiment émergent aujourd'hui et on n'a pas encore de recommandations qui sont vraiment établies et qui permettraient à tous les acteurs de se positionner. Mais ce qu'on pourra recommander, c'est de mener cette analyse d'impact sur la protection des données, donc ce qu'on appelle l'AIPD, et qui va amener tous les acteurs à pouvoir se poser les bonnes questions et à calculer le niveau de risque de leur traitement et à faire en sorte que celui-ci soit acceptable. Donc ça, la première phase est de s'interroger justement sur les causes de risque, les conséquences pour les personnes et de mettre en œuvre un plan d'action qui visera à réduire ces risques. C'est particulièrement important dans certaines situations. Donc, l'AIPD peut être obligatoire dans certaines situations. On a plusieurs critères qui permettent d'en juger, et notamment l'un d'entre eux est l'utilisation de technologies innovantes. Et donc, très clairement, toutes les IA génératives donc, qu'on voit émerger depuis peut-être un an maximum rentrent dans cette catégorie. Donc, l'AIPD sera probablement obligatoire si vous êtes amené à utiliser une IA générative. Alors, par exemple, si on utilise pour la communication une image de Midjourney, on sait que Midjourney va capter des images qui peuvent avoir des droits d'auteur et on ne sait pas bien lesquels ni où. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser dans un cadre professionnel? Est-ce que tout simplement le CNAM peut utiliser une image de Midjourney? Alors, malheureusement, la CNIL n'est pas compétente sur les questions de droit d'auteur. En revanche, en ce qui concerne du coup les droits des données personnelles, là, nous sommes compétents effectivement et si jamais vous êtes amené à générer une image qui reproduirait les données personnelles d'une personne tierce, effectivement, nous sommes compétents et dans ce cas-là, les droits de la personne tierce s'appliquent. Donc elle pourrait être amenée à demander le retrait de telle image ou à avoir, à en être informée à minima. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut avancer, il faut innover. Et si on est face à quelqu'un qui demande à ce que soit retiré un produit, une image ou autre, eh bien, on fait marche arrière. Mais en fait, comment arriver à équilibrer le droit et l'innovation? C'est là vraiment toute la difficulté, je pense, mais ce n'est vraiment pas contradictoire. Donc le point de vue de la CNIL est vraiment que pour promouvoir l'innovation, il faut être dans un cadre de confiance et c'est ce que nous essayons de promouvoir. Donc nous allons accompagner les acteurs pour faire en sorte que les systèmes d'intelligence artificielle qu'ils développent soient des systèmes de confiance, qu'ils soient respectueux des droits des personnes et que tout se passe dans les meilleures conditions. Ce qui permettra donc l'adhésion justement des utilisateurs et une utilisation sereine de tous ces systèmes. Alors peut-être maintenant une question plus personnelle. Vous, dans votre métier d'ingénieur, est-ce que vous utilisez les IA génératives? Qu'est-ce que ça change? Et quelque part, qu'est-ce qui est plus positif? Comment ça crée de la valeur? Comment vous arrivez à faire évoluer votre métier avec ce type de pratique? Donc les IA génératives peuvent être vraiment utilisées dans une diversité de cas d'usage et notamment pour les ingénieurs, pour la production de code, ça devient une aide vraiment
pour les ingénieurs, mais ça ne doit pas remplacer leur travail. Donc ce qui est important, c'est de s'appuyer éventuellement sur la génération des IA, de leur demander à produire un échantillon de code, mais il faudra dans tous les cas vérifier à ce qu'il fonctionne. L'avantage du code, c'est que s'il ne marche pas, il ne marche pas et donc on le verra immédiatement, ce qui est la peut-être la facilité pour ce cas d'usage. Mais ce ne sera pas le même cas pour, du texte ou pour des images qui seront peut-être défaillantes, qui comporteront des défauts, qui seront moins facilement discernables. Ah oui, c'est intéressant. Et donc, alors, par exemple, comment vous arrivez à vous former en temps réel à toutes ces innovations? Parce qu'on a l'impression que tous les jours, il y a des innovations fantastiques. L'accélération des outils est impressionnante. Et on se dit, mais entre faire son travail, essayer de rester équilibré et pas de faire un burn-out et en même temps se former, on n'y arrive plus. Est-ce que vous avez un secret? Comment vous vous formez, vous qui êtes au cœur du réacteur? C'est certain que c'est difficile, il faut, être toujours au courant des avancées de la technologie évidemment et de voir, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées. Après, il faut faire la part des choses également parce que nombre de fonctionnalités qui sont proposées aujourd'hui ne sont pas tout à fait, robustes et n'ont pas été, suffisamment, expérimentées et donc il faut peut-être attendre un petit peu avant d'adopter ces nouvelles fonctionnalités. Mais dans tous les cas, le suivre les recommandations, notamment des régulateurs, mais également des grandes entreprises qui travaillent dans ces domaines-là, ça peut être une bonne approche. Donc on voit souvent que ces entreprises proposent des tutoriels, des cours en ligne, notamment sur des plateformes de MOOC, et donc suivre justement ces cours en ligne, ça peut être une bonne approche. Alors peut-être la dernière question, c'est votre point de vue et nous expliquer ce qui est en train de se passer au niveau européen. On voit que les États-Unis veulent un AI Act, que les députés européens sont en train de s'interroger sur les IA génératives, que la Chine a son propre cadre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur les différences de point de vue? Oui, tout à fait. Donc, le règlement sur l'intelligence artificielle qui est proposé au niveau européen est déjà, donc on le connaît bien puisqu'il est arrivé en 2021 et il essaye de, se mettre à jour pour intégrer justement la question des IA génératives. Mais c'est une réelle difficulté parce que les IA génératives, on les rencontre seulement aujourd'hui et on voit leur potentialité et l'impact potentiel qu'ils pourraient avoir sur la société. Donc se mettre à jour, justement, mettre à jour un règlement sur ces nouvelles technologies, c'est une vraie difficulté, mais les différents points de vue, finalement, se rejoignent et on trouve une certaine cohérence dans l'encadrement de toutes ces IA et les IA génératives seront, il me semble, prises en compte, justement, par ce règlement IA. Et c'est quoi les grandes idées de ces règlements? Est-ce qu'on est pareil que les Américains? Est-ce qu'on a les mêmes principes de risque, d'explicabilité, de transparence, de confiance? C'est à peu près pareil ou il y a des grandes différences à comprendre? Surtout quand on est une entreprise qui va sur les 2 marchés. On retrouve dans l'analyse générale, je pense, une certaine cohérence. En revanche, c'est peut-être dans l'approche où on a certaines différences. Donc, par exemple, l'Union européenne propose un règlement pour encadrer l'intelligence artificielle. Ce règlement qui interdit certains usages, en considère d'autres comme à haut risque, avec certaines obligations qui viennent avec. En revanche, au niveau américain, par exemple, on n'a pas encore vu émerger de règlement. Donc, il me semble que les points de vue sont vraiment les mêmes. En revanche, c'est plutôt dans l'approche dans les obligations qui vont en résulter, qu'il pourrait y avoir des différences. Très, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très intéressant. Donc, je vais me permettre de résumer ce que j'ai compris en 3-4 idées. La première idée, c'est que vous dites que la CNIL, c'est déjà un bon point de départ avec un certain cadre de confiance, quelques principes qui permet d'évaluer les risques. C'est peut-être la première étape quand on est une entreprise, en disant on peut les utiliser, mais ça a des risques. Essayons de voir à quel niveau de risque ces IA génératives nous amènent dans nos métiers. Donc, je retiens cette première idée. La deuxième idée, c'est peut-être qu'en fait, on n'a pas tant de différence que ça avec les Américains, mais que nous aimons réglementer avec des lois, avec des codes, et qu'en fait, eux laissent plus le marché, même si quelque part, dans l'idéologie, on est plutôt en phase. Et puis, la troisième idée, c'est qu'en fait, vous accompagnez les entreprises pour vérifier qu'en fait, les données personnelles sont bien protégées
et qu'elles sont bien à valeur pour la personne et qu'elles ne sont pas pillées ou elles ne sont pas utilisées sans que la personne ne soit informée. Donc, vous êtes vraiment le gardien de la donnée personnelle. Voilà, si je pouvais résumer. Est-ce qu'il y a un autre point à résumer ou ça vous semble complet? Non, ça me semble tout à fait clair et donc c'est effectivement ce rôle de gardien des données personnelles qu'on essaye de tenir. Alors, Alexis, j'ai une petite question. Comment on se forme pour faire un prompt et c'est quoi ces nouveaux métiers? On m'a parlé de prompt engineer, ça veut dire quoi? Oui, donc ce qu'on appelle le prompt ou en français l'invite est ce qu'on va utiliser pour, enseigner à l'IA ce qu'on veut lui faire produire. Donc on va donner des instructions dans ce prompt. Par exemple, pour une IA générative d'images, on va lui demander une photo de chat, dans un berceau ou sur un yacht ou je ne sais quoi. On pourra vraiment, lui demander tout ce qu'on veut et c'est dans ce prompt qu'on va spécifier justement les instructions. Mais la difficulté, c'est que dans les prompts, il faut être assez précis et il faut se conformer à certaines règles. Donc il faut savoir que l'IA, sera plus ou moins sensible à certaines instructions. Par exemple, on pourra lui demander à produire une image dans un certain style ou à corriger certaines choses dans son précédent message. Donc voilà, c'est ces différentes instructions et ce qu'on peut en faire qui sont vraiment au cœur de ce métier de prompt engineer. Mais en fait, à quoi ça sert d'être ingénieur pour poser des questions? C'est une bonne question, mais c'est là qu'il faut voir que l'IA devient vraiment un outil, une aide et donc pour tout type de métier et notamment pour les métiers d'ingénieur, où l'IA générative viendra aider l'ingénieur et plutôt que de le remplacer évidemment. Mais alors, je pourrais être un prompt manager. Vous pourriez être une IA manageuse Ah, une également. IA manageuse. Merci Alexis.